Bienvenue sur Cardio Online pour cet atelier pratique consacré à la problématique de l'anticoagulation des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses profondes non provoquées, que nous avons sous-titré « Pourquoi stop? Pourquoi encore ?» Je suis Victor Aboyance, cardiologue au CHU de Limoges, et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Marie-Antoinette Recevestre, médecin vasculaire au CHU d'Amiens. Bonsoir. Et le professeur Patrick Mismetti, pharmacologue et médecin vasculaire au CHU de Saint-Étienne. Bonsoir. Durant ces 45 minutes, nous allons aborder plusieurs questions, mais je voulais d'abord vous présenter donc nos conflits d'intérêts dans cette diapositive. Nous avons trois objectifs durant cet atelier. Tout d'abord, de clarifier la définition d'une embolie pulmonaire ou d'une thrombose veineuse profonde non provoquée, de savoir quand faut-il faire un bilan de thrombophilie ou jusqu'où aller dans la recherche d'un cancer. Et enfin, nous allons discuter les éléments du bilan à 6 mois et des éléments justement de la décision pour la poursuite ou pas d'un traitement anticoagulant, et si oui, à quelle dose. Alors, nous allons d'abord aborder la première question. Quand est-ce qu'on parle d'un événement thromboembolique veineux non provoqué? Marie-Antoinette, comment on définit l'embolie pulmonaire non provoquée? Alors, on se base en fait sur les facteurs de risque. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction qui peut paraître un peu artificielle? Eh bien, c'est parce que le risque de récidive n'est pas du tout le même. Vous voyez que lorsqu'on décide de traiter le patient, à un moment donné, on se pose la question de l'arrêt du traitement anticoagulant. Et sur la diapositive, vous voyez que selon que cet événement va être provoqué, c'est-à-dire avec des facteurs très bien identifiés, on va revenir sur ces facteurs, ou qu'il va être non provoqué, c'est-à-dire soit pour lesquels on va déterminer une absence de facteurs de risque ou des facteurs qui peuvent paraître mineurs et qui ne sont pas très bien validés, eh bien le risque de récidive, il va être très différent. Et vous voyez que sur le deuxième tableau, plus le temps passe, plus ce risque augmente, avec un risque qui est voisin, vous voyez, de 36% à 10 ans pour les maladies thromboemboliques veineuses, embolie pulmonaire ou thrombose veineuse profonde, qui sont non provoquées. Donc, alors que lorsque l'on a un événement provoqué, par exemple par la chirurgie, eh bien, le risque thromboembolique reste autour de la chirurgie, de cet événement, et après, le risque de récidive est donc beaucoup plus faible. Et bien sûr, ça peut conditionner la durée du traitement. Alors, vous évoquiez la question des facteurs de risque. On a toujours entendu des longues listes de facteurs de risque. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qu'il faut considérer associés et considérer comme étant provoqués ou non provoqués? Donner la définition. Alors, vous voyez, sur ce tableau, vous avez sur la gauche les événements provoqués et puis à droite, ce qui caractérise l'absence de facteurs de risque, c'est-à-dire les événements non provoqués. Ces données, elles sont publiées par des travaux intersociétés qui ont été publiés donc en 2019 sous l'égide d'Olivier Sanchez. Et donc, on peut facilement les caractériser. Vous voyez que vous avez les facteurs majeurs dont je parlais à l'instant, la chirurgie ou une réduction de mobilité importante, une césarienne, la prise d'œstrogène, grossesse et postpartum, et puis des facteurs qui sont plus mineurs, mais qui interviennent quand même selon la durée de l'intervention chirurgicale, la durée de l'immobilisation. Et puis, vous avez bien sûr des facteurs majeurs persistants comme le cancer ou des anomalies de la coagulation, des facteurs mineurs, des maladies inflammatoires, par exemple, ou des déficits plus modérés de la coagulation sur lesquels on reviendra. Et puis, vous avez l'absence de facteurs de risque. Alors, bien sûr, souvent, on identifie quand même le sexe masculin, il y a plus de récidives, l'obésité, l'âge avancé, puisque, bien sûr, les récidives augmentent avec l'âge et la prévalence de la maladie thromboembolique veineuse est plus importante avec l'âge. Donc, en fait, on choisit entre non provoqué ou provoqué lorsque on peut identifier des facteurs majeurs ou pas. Vous évoquez la question de récidive, alors que là, on est sur la question de provoqué ou non provoqué, mais tous ces deux éléments sont en fait très liés, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on va choisir la durée du traitement en fonction des facteurs qu'on aura identifiés. Il y a quand même quelques questions de l'assistance. Premièrement, on me demande si la question de l'embolie pulmonaire non provoquée ou de la thrombose veineuse non provoquée, est-ce que c'est la même problématique ou est-ce que c'est deux choses différentes?
Alors, bien sûr, les présentations cliniques sont différentes et le risque létal immédiat est différent entre l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde. Mais finalement, et c'est ce qu'ont bien montré les études PADIS, publiées par Francis Coutureau, que ce soit l'embolie pulmonaire ou la thrombose veineuse profonde proximale, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque, le risque de récidive, il est à peu près superposable, c'est-à-dire que il est important. Et donc, il pourra justifier éventuellement la poursuite du traitement anticoagulant. Donc, on raisonne avec les thromboses veineuses profondes proximales et les embolies pulmonaires à peu près de la même façon. Pour les thromboses veineuses distales, eh bien, on n'a pas tellement de preuves. C'est un cas un petit peu particulier et on traite généralement moins longtemps les patients. Alors, il y a toujours un facteur de risque qui plaît beaucoup dans la discussion, c'est le voyage en avion, même si ce facteur de risque doit être moins présent actuellement vu la situation. Mais il y a des patients parfois qui font des voyages longs en voiture ou en train. Est-ce qu'on peut faire un peu le parallèle ou pas? On peut faire le parallèle avec l'immobilisation prolongée. En grosso modo, on parle d'une durée d'immobilisation de plus de 6 heures, surtout lorsque on est ce qu'on appelle le syndrome de la classe économique. On est souvent déshydraté, on marche peu et donc bon, les cabines sont pressurisées, mais ce risque il est faible, mais quand même il est significatif. Donc lorsque on ne recommande pas de traitement anticoagulant a priori, on recommande aux patients, en tout cas, de bien s'hydrater, de pouvoir marcher dans l'avion. Et ceux qui ont une thrombophilie ou qui ont déjà fait plusieurs événements, on peut proposer une thromboprophylaxie, mais en règle générale, c'est juste des règles simples, éventuellement des chaussettes de compression, une bonne hydratation sont suffisants. Alors, donc, dans ces facteurs, il y a la question du cancer, quand qui est considéré comme un facteur de risque. Mais là, on parle du cancer qui est persistant, il faut traitement anticoagulant, on verra dessus plus tard. Mais il y a aussi la question du cancer occulte, quand est-ce qu'il faut le rechercher. Patrick, j'ai un homme de 52 ans qui vient de faire une embolie pulmonaire, a priori non provoquée. Pourquoi faut-il chercher le cancer? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Il y avait à un moment donné des questions métaphysiques sur le fait de dépister ou pas ces cancers. Et si oui, comment? C'est effectivement une des grandes questions. Pourquoi le chercher si on pense qu'il y en a beaucoup? Parce qu'on va pouvoir traiter le cancer, d'une part. Probablement, en tous les cas, on se pose la question de le traiter peut-être de façon plus précoce. Et l'autre question, est-ce que ça peut avoir une influence sur la nature du traitement anticoagulant qu'on va prescrire chez les malades? On pourra en discuter si tu veux. Sur ce que vous voyez apparaître à votre écran, on refait encore la distinction provoquée-non provoquée. Vous voyez que l'incidence des cancers occultes, quand on a une maladie veineuse thromboembolique non provoquée, TVP proximal ou OP, c'est le même combat, on a un risque de cancer occulte qui est loin d'être négligeable. Et au-delà de 50 ans, ça vaut franchement le coup d'aller le chercher. Les chiffres que je vous donne là ne font pas la notion 50 ans, moins de 50 ans, plus de 50 ans. Donc, chez les plus de 50 ans, la discordance entre les non provoqués et provoqués augmente. Si en plus la pathologie est récidivante, le risque de trouver un cancer occulte est multiplié par 4. Donc, c'est encore un facteur supplémentaire pour vous dire attention, je tique un peu. Puis, il y en a un que je n'ai pas mis sur cette diapositive, mais qu'on a très souvent. Quand vous avez, avec votre embolie pulmonaire, une thrombose bilatérale, donc pas de facteur compressif, on est vraiment sur une pathologie inflammatoire. Là aussi, le risque de cancer occulte est franchement augmenté. Et vraiment, la distinction qu'on pourrait faire sur ces bilans, avant 50 ans, il ne faut pas s'arc-bouter là-dessus. Après 50 ans, sur une maladie veineuse thromboembolique non provoquée, cherchez le cancer. Patrick, concernant la question de récidivant, qu'est-ce qu'on veut dire par récidivant? Une femme de 60 ans qui a fait une thrombose veineuse durant une grossesse il y a une quarantaine d'années, est-ce que ça, on va considérer ça comme récidivant ou est-ce qu'il y a un timing, une définition particulière? Alors, dans le cas que tu citais, on est plutôt sur un contexte de thrombophilie clinique. C'est quelqu'un qui a une propension à thromboser. Donc, quand on parle de récidivants, c'est des récidives précoces et a fortiori des récidives sous traitement anticoagulant. Une récidive sous traitement anticoagulant est une maladie veineuse thromboembolique sur cancer jusqu'à preuve du contraire.
c'est un adage qui ne marche pas si mal que ça, qu'on sort à nos externes régulièrement. Alors, comment chercher? Parce que là aussi, on a tous entendu et vu soit des bilans très poussés ou inversement des choses très à minima. Où en est-on aujourd'hui en 2021? C'est vrai qu'une fois que je vous ai dit que l'incidence des cancers occultes était très importante, on est tous partis sur des bilans extrêmement exhaustifs. Un scanner thoraco-abdominopelvien, une endoscopie digestive haute, basse, un PET scan, des marqueurs en veux-tu, en voilà. Et avec l'idée, c'est plus on va diagnostiquer le cancer précocement, plus on mettra en route son traitement précocement et plus on devrait gagner sur la survie des patients pour leur cancer. Et en fait, on est franchement déçus parce que ces bilans exhaustifs nous font gagner 2 mois pratiquement dans le diagnostic du cancer par rapport à un bilan plus limité. Et ce qu'on arrive à créer, c'est une ambiance très anxiogène pour les patients parce qu'on n'arrête pas de leur répéter des bilans, parfois pas tous agréables. Hein. Et puis, on s'expose au risque de faux positifs. Typiquement, le PET scan, on va trouver des images. Vous imaginez l'angoisse qu'ont les patients pour dire quelques semaines après, ben non, tout va bien. Donc, aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus orienté sur les antécédents personnels du patient, sur l'examen clinique, les adénopathies, l'interrogatoire, l'alternance diarrhée-constipation. Et donc, le seul bilan systématique qu'on fait en dehors d'un interrogatoire qui pourrait nous orienter, c'est tout bêtement une numération formule plaquettaire. Donc déjà, on aura l'hémopathie. L'anémie est pour nous un élément très important. Une calcémie, vous imaginez pourquoi, hein, métastase osseuse, entre autres. Une biologie hépatique et puis un examen urinaire. Et puis là-dessus, on rajoute bien sûr tout ce qu'on ferait dans la population générale qui est sexe dépendant ou non dépendant, c'est la mammographie, c'est les PSA et c'est l'hémoculte de façon un peu systématique, voire d'emblée la coloscopie si on est un patient défini comme étant à risque d'avoir un cancer colique à cause d'antécédents familiaux ou personnels. Donc on a quand même beaucoup restreint les affaires, en sachant qu'on fait souvent le diagnostic d'embolie pulmonaire sur scanner. Donc, d'emblée, on a une imagerie thoracique qui va nous aider aussi. Voilà où on en est aujourd'hui, en ayant la démonstration avec 2 études que le bilan extensif n'amène rien par rapport au bilan plus limité que je viens de vous décrire. Mais finalement, si on découvre le cancer occulte pendant le bilan, est-ce que cela ne va pas avoir une conséquence thérapeutique, notamment sur le traitement anticoagulant? Et donc, finalement, à quel point cela justifie de faire un bilan un peu large et rapide durant une hospitalisation avant de décider où on va? Alors, c'était fondamental jusqu'à ces 2 ou 3 dernières années, puisque quand on fait une maladie veineuse thromboembolique sur cancer, on a montré que les héparines de bas poids moléculaires prescrits pendant 3 à 6 premiers mois du traitement étaient plus efficaces en termes de récidive qu'un traitement standard. Quand je dis plus efficace, c'est 2 fois plus efficace. Hein. C'est 8% de récidive sous HBPM, 16% sous traitement standard. Donc, vous voyez, c'est une différence colossale et sans sur-risque hémorragique. Donc, on a écrit depuis très longtemps, avec un très haut niveau de recommandation, que le traitement de la maladie veineuse thromboembolique sur cancer, c'était les HBPM prescrites de façon chronique. On change un peu la donne ces dernières années avec des études faites avec les anticoagulants oraux directs qu'on a comparé spécifiquement dans la maladie veineuse thromboembolique sur cancer à un traitement héparénique prolongé. Et on montre avec ces molécules qu'on a peut-être une tendance à un gain d'efficacité, mais avec un surrisque hémorragique, avec au moins 2 des 3 molécules qu'on a testées. Et ce risque hémorragique, il est patent dans le cancer digestif, il est patent dans les cancers urothéliaux et probablement molécules dépendantes. Alors, je ne vais pas me faire le chantre de ça, parce que de toute façon, vous allez avoir une session sur thrombose et cancer, et je suis sûr que mes collègues rentreront dans le détail. Mais aujourd'hui, la tendance est de dire
HBPM de première intention, AOD, si on n'est pas dans le digestif et l'urothélial, attention à tous les cancers du tractus, on peut augmenter le risque hémorragique. Pour les 6 premiers mois, hein, on est bien d'accord. Et puis, la difficulté qu'on a, c'est que les AOD peuvent interférer ou subir les interférences d'interactions médicamenteuses avec beaucoup d'anticancéreux, notamment ciblés, comme les inhibiteurs des tyrosine kinases, comme certains anticorps monoclonaux. Donc là, on rentre dans des discussions de spécialité, mais il y a une porte ouverte pour les AOD, mais les HBPM restent un grand principe. Merci, c'est très clair. Et donc, maintenant, si on se tourne un peu plus vers les sujets les plus jeunes, c'est toujours un peu marquant et troublant de voir une embolie pulmonaire chez un homme ou une femme de 40 ans, voire plus jeune. Et là, forcément, on se pose des questions sur la thrombophilie. Marie-Antoinette, où en sommes-nous en 2021 sur le bilan de thrombophilie? Qu'est-ce qu'on doit faire durant l'hospitalisation? Qu'est-ce qui peut attendre un peu plus tard? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire non plus? Il faut bien distinguer les thrombophilies, la thrombophilie acquise. Alors, le cancer aussi est une thrombophilie acquise, mais la principale thrombophilie acquise biologique et clinique, c'est le syndrome des antiphospholipides. Et vous voyez ici, j'ai mis les chiffres en rouge pour que ce soit bien clair. C'est une maladie associée à un risque de thrombose artérielle et veineuse qui est majeure avec la nécessité de la poursuite d'un traitement anticoagulant au long cours. Et donc, cette thrombophilie acquise, le SAPL, et d'autant plus d'ailleurs si elle est bien définie biologiquement, on parle souvent des triples positifs, elle est associée à un risque thrombotique très important et un risque de récidive majeure, et on doit la rechercher quand on n'a pas de facteur de risque, ou même quand on a des facteurs de risque qui nous paraissent mineurs ou mal étiquetés par rapport à la sévérité de la thrombose ou de la maladie, et quand on a d'autres signes biologiques qui sont évocateurs. Donc, celle-ci, il faut la rechercher systématiquement. Et à côté de cela, on a la thrombophilie biologique qu'on connaît depuis maintenant 1995, qui a suscité tellement d'espoir. On s'est dit, voilà, la maladie thromboembolique veineuse est une maladie héréditaire monobigénique, et c'était le grand essor du facteur 5 Leiden, de la mutation de la prothrombine. Et malheureusement, on en est beaucoup revenu. Et vous voyez que chez quelqu'un de jeune, la première des choses à faire, si on a écarté le syndrome des antiphospholipides, c'est de faire un arbre généalogique, d'interroger le patient. Est-ce qu'il y a plus de 2 antécédents familiaux au premier degré? Ce n'est pas l'arrière-grand-mère qui a fait une thrombose superficielle sur varice, c'est vraiment quelque chose qu'on caractérise par l'arbre généalogique, c'est très important, ou chez une jeune femme pour laquelle va se poser par la suite éventuellement une thromboprophylaxie au cours de la grossesse, ou chez une sœur ou une fille, une contraception œstroprogestative. Donc, ça peut être utile dans ces cas-là de rechercher une thrombophilie biologique. Et là, on en a 2 principaux. C'est, en dehors du SAPL, c'est le déficit en antithrombine. Et vous voyez que sur le tableau, le déficit en antithrombine, il est rare. C'est très peu dans la population générale, mais c'est associé à un risque thrombotique significatif, alors que le facteur 5 Leiden, qu'il soit hétérozygote ou homozygote, eh bien, il est fréquent. Facteur 5, c'est 5% de la population. Facteur 2, c'est 2%, c'est facile à retenir. Mais il est associé à un risque thrombotique qui est assez faible, assez peu important. Il agit en plus. Il faut souvent un autre facteur de risque et puis une chirurgie ou la prise de contraception. Et là, finalement, le 5 Leiden agit un peu comme un déclencheur, mais il n'est pas associé à un risque de récidive important et il n'y a pas lieu de poursuivre le traitement anticoagulant lorsque l'on a un 5 Leiden. Donc, vous voyez, finalement, des thrombophilies biologiques fréquentes, peu graves, peu associées à des récidives et qui n'interviennent pas finalement dans la poursuite du traitement anticoagulant. Et puis des thrombophilies plus rares, constitutionnelles, donc ça on le voit avec l'arbre généalogique, et puis acquise, le SAPL, attention au SAPL. Donc concrètement, il est 3 heures du matin, j'ai une embolie pulmonaire non grave aux urgences et c'est un sujet jeune. Oui. Peut-être qu'il y a effectivement la mère qui a fait une thrombose à un âge relativement jeune.
est-ce que je peux commencer à mettre un AOD tout venant ou est-ce que je dois attendre et faire un bilan demain matin? Concrètement, comment on peut articuler le fait de vouloir donner un traitement anticoagulant et en général, on veut être le plus rapide, notamment dans l'hospitalisation courte, avec la question de faire ou pas faire tel ou tel bilan? Comment on articule ça, Marie? Alors, très clairement, si on a un doute sur un déficit en antithrombine, il faut faire un prélèvement avant la prescription d'héparine parce qu'elle va modifier le. Mais c'est quand même assez rare et on a toujours le temps de mettre en route un traitement héparinique ou de mettre en route un traitement par AOD si la présentation clinique est favorable, c'est-à-dire si c'est une embolie pulmonaire non grave, et de faire secondairement le bilan de thrombophilie si c'est justifié. Quand on a un doute clinique sur une forme, par exemple avec des AVC ou des anomalies artérielles, on peut se poser la question rapidement de la recherche de SAPL et le faire rapidement. Mais pour le patient à 3 heures du matin qui a une embolie pulmonaire non grave, il n'y a pas lieu, bien sûr, de faire de recherche de thrombophilie tout de suite. Et donc, s'il y a un SAPL, quand on se pose la question ou quand on le demande, si le SAPL est confirmé, est-ce qu'il y a une attitude thérapeutique particulière dans ce cas-là, sur le plan anticoagulant? Oui, alors pour le SAPL, ça c'est une question très importante. On ne doit pas traiter les patients qui sont porteurs d'un SAPL avec des AOD. Il faut leur mettre des héparines au départ et puis après leur donner un traitement par AVK parce qu'on sait que ces patients vont récidiver sous AOD. Bon, la question maintenant se pose de savoir si dans certaines formes avec peu d'anticorps, des formes cliniques thrombotiques veineuses, on peut déroger à cette règle. La réponse est non pour le moment. Il faut vraiment que ces patients soient traités au long cours par AVK quand il s'agit d'un SAPL. Merci beaucoup. Donc, finalement, on a un peu clarifié ce qu'il faut faire en première phase, je dirais. Et puis, on va mettre un patient sous traitement anticoagulant pendant, on va dire, c'est 3 à 6 mois. Hein, c'est bien ça, Marie-Antoinette? Oui. Classique. Et donc, après, la question va se venir sur le traitement anticoagulant plus au long cours. Alors, Patrick, nous, les cardiologues, on est habitués à avoir des traitements anticoagulants au long cours, notamment dans l'indication la plus classique qui est la fibrillation atriale. On sait un peu, c'est assez codifié ce traitement. Quelle est la particularité de la maladie thromboembolique veineuse par rapport à l'AFA et pourquoi on aurait une approche un peu différente dans ces deux cas? Alors, c'est toujours bon de revenir à l'épidémiologie et plutôt que de faire que des paroles, je vais vous montrer 2 courbes qui expliquent assez bien la différence entre les 2 situations. Et vous avez ici l'incidence des récidives ou des emboles survenant sous traitement conventionnel, à la fois dans la maladie veineuse thromboembolique et dans la FA. Vous pouvez mettre l'animation si vous voulez. Et vous voyez que le profil n'est pas du tout le même. Le risque est très uniforme dans la fibrillation atriale, constant au cours du temps, ce qui est assez élevé, justifiant quand on a un patient à risque thrombotique, le Chadva, c'est un classique, de maintenir un traitement anticoagulant au long cours. Dans la maladie veineuse thromboembolique, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même profil. C'est quelque chose qui va varier dans le temps, avec un risque très très élevé de récidive sous traitement pendant le premier mois, pour faire simple, puis un risque à peu près équivalent à celui de la fibrillation atriale élevé pendant 3 à 6 mois, puis après un risque qui devient franchement plus modéré. Et donc, vous voyez que dans la première phase, très très élevé, on intensifie la dose, c'est pourquoi le schéma posologique met une dose d'attaque, quelle que soit la molécule qu'on utilise, rivaroxaban ou apixaban. Une deuxième phase où on est en dose d'entretien équivalente à celle de la fibrillation atriale. Et puis une troisième phase où, selon la typologie des patients ou de la maladie, provoquée, non provoquée, on va arrêter le traitement pour les provoquer ou poursuivre le traitement. Et se pose la question à ce moment-là, pour ceux qui ont un risque très élevé de le poursuivre, dose pleine, et pour ceux qui auraient un risque plus modéré, de réduire la dose. Et vous voyez, toute la discussion, c'est on traite pendant 6 mois, 3 à 6 mois, et puis au-delà se pose la question, arrêt, poursuite à dose pleine, poursuite à dose réduite. Alors que dans la fibrillation atriale, la discussion sur les doses, elle n'est pas due à la maladie, puisque elle, le risque est constant au cours du temps.
La discussion sur la réduction posologique, elle est sur les caractéristiques des patients, insuffisance rénale, âge, poids et créatinine selon la molécule que vous utilisez. Donc, on reviendra tout à l'heure sur cette question de typologie, de savoir qui prolonger ou pas, mais déjà, qu'est-ce qu'on a actuellement comme moyen, comme traitement anticoagulant, au-delà de la phase d'entretien, comme tu disais, avec nos anticoagulants oraux directs les plus courants? Alors, compte tenu de ces risques différents et de cette période où après 6 mois, le risque devient modéré, contrairement à la fibrillation atriale où quand on réduit les doses, tout le monde nous tape sur les doigts, dans la maladie veineuse thromboembolique, on a traité des patients pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois de traitement, on a randomisé nos patients soit arrêt du traitement anticoagulant, soit poursuite du traitement anticoagulant à dose pleine, et soit poursuite du traitement anticoagulant à dose réduite. Et ici, vous avez l'étude Amplify avec l'apixaban, avec sa dose conventionnelle 5 mg 2 fois par jour, 2,5 mg 2 fois par jour, et un groupe placebo. Et il n'y a pas photo. Dans le cas d'une maladie veineuse thromboembolique non provoquée ou provoquée par un facteur mineur, de prolonger, on gagne, au moins pendant la première année. Et quand on prolonge chez ces patients-là, à dose réduite ou à dose pleine, on a la même efficacité, on risque hémorragique un petit gain pour la dose réduite. Attention, la typologie des malades qu'il y a dans ces études, c'est des malades à risque relativement modéré de récidive, puisqu'il y avait un groupe placebo. Donc, on n'avait pas mis là-dedans des embolies pulmonaires qu'on avait fibrinolisées ou thrombectomisées. La deuxième étude avec le rivaroxaban, diapo suivante, s'il vous plaît, c'est l'étude Einstein Choice. C'est le même principe, dose pleine de rivaroxaban, dose réduite de rivaroxaban, donc 20 mg une fois par jour, 10 mg une fois par jour. Et la particularité de cette étude, c'est le groupe comparateur, c'est l'aspirine. Pourquoi? Parce qu'on avait dit pendant quelques années que l'aspirine pouvait être intéressante en prévention secondaire des récidives. Bon, très clairement, Einstein Choice a un premier intérêt, c'est de dire que l'aspirine, ça ne sert à rien dans cette indication, donc surtout pas prescrire pour cet effet-là. Et que, encore une fois, la dose réduite fait au moins aussi bien que la dose pleine. Encore une fois, chez des patients à risque modéré de récidive. Donc, contrairement à la fibrillation atriale, on a une vraie validation de l'efficacité des doses réduites. Très bien. Et alors que je regarde ces deux graphiques, et je garde à l'esprit aussi le graphique d'épidémiologie que tu nous as montré tout à l'heure, et notamment ces études-là s'arrêtent à 1 an. Et dans ton graphique tout à l'heure aussi, tu t'arrêtais à 1 an. C'est-à-dire quoi? Après 1 an, il n'y a plus de risque? Alors, on a d'autres études que celle-là qui sont allées plus loin, qui sont allées jusqu'à 4 ans de traitement. C'est notamment les études PADIS qu'avait évoquées tout à l'heure Marie-Antoinette, où clairement on montre qu'en prolongeant d'1 an de traitement, on gagne. Et quand on arrête au bout d'1 an versus un groupe qu'on aura poursuivi, tout le bénéfice qu'on avait obtenu pendant l'année où on avait traité, on va le perdre quand on arrêtera. Donc, la discussion, c'est vraiment à 6 mois, si je décide de poursuivre, aujourd'hui, on ne sait pas définir la date d'arrêt. On est comme dans le cas de la fibrillation atriale, on maintient le traitement anticoagulant tant qu'on peut le maintenir. C'est comme même là, après 1 an, on a un rebond. On a un rebond, c'est ça? Oui. Si on arrête. Un rattrapage, ce n'est pas un rebond. Oui. On reprend la courbe de récidive qui justifie de traiter les patients long cours. Alors, juste une question, parce que tu parlais d'aspirine, qui est quand même un traitement aussi largement utilisé en pratique cardiologique pour toute la pathologie, on va dire artérielle généralement. Et donc, si on a un patient qu'on décide, on verra tout à l'heure quand ou comment prolonger le traitement anticoagulant à faible dose, et qu'il avait une maladie coronaire chronique ancienne ou une artériopathie inférieure qui méritait, le patient était sous aspirine avant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ces faibles doses? On rajoute de l'aspirine quand on a une pathologie artérielle associée? Alors, si la coronaropathie est stable ou si l'artériopathie est stable, le traitement anticoagulant à dose pleine va faire le boulot tout seul. Donc, on ne fait pas des associations. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de bénéfice, mais le risque hémorragique est tel qu'on perd en rapport bénéfice-risque la validation, la légitimité d'associer un antiplaquettaire. J'ai bien dit coronaropathie ou artériopathie stable, on est au-delà de l'événement. Non, ça c'est un autre sujet, bien sûr. Ça pose la question de la dose réduite, parce que
autant on a des arguments dans la littérature pour dire que la dose pleine fera le boulot de l'antiplaquettaire pour la maladie artérielle et fera le boulot pour la veine, la phlébite et l'embolie pulmonaire. Par contre, la dose réduite, je vous l'ai montré, ça peut faire le travail pour la phlébite et l'embolie pulmonaire, mais on n'a aucune certitude que ça fasse le travail pour l'artériopathie. Donc, dans notre pratique aujourd'hui, on est assez nombreux à considérer que quand il y a une pathologie artérielle et qu'il y avait une indication d'antiplaquettaire, s'il n'y avait pas l'indication du traitement anticoagulant, on laisse des doses pleines d'anticoagulants seuls. Et si jamais on décidait d'interrompre le traitement anticoagulant, bien sûr, là, il faut reprendre l'antiplaquettaire, je suis bien d'accord. Il y a peut-être un argument qui est, dans l'étude COMPASS, on oublie toujours qu'il y avait un bras 5 mg x 2 du rivaroxaban, qui est finalement 10 mg, alors ça c'est en 2 fois, et qui finalement faisait pareil, peut-être même un peu mieux que l'aspirine seule. Donc on peut peut-être faire en parallèle, mais je suis d'accord que c'est un raccourci qu'il ne faut pas prendre trop vite. Attention, hein, l'étude Atlas avait montré que 5 mg x 2 ne faisait pas comme 10 mg une fois dans la coronoropathie. Voilà. Donc, faire l'extrapolation que la posologie quotidienne est la bonne, non, il faudrait qu'on ait 5 x 2. Or, on n'a pas 5 x 2. Donc, c'est plus sage aujourd'hui de maintenir l'apixaban de 5 x 2 quand il y a, enfin, pardon, 5 x 2 s'il y a une question de pathologie artérielle associée. Pour l'apixaban, oui. D'accord. Et alors maintenant, la question clé, c'est à qui il faut donner traitement prolongé. Marie-Antoinette, est-ce qu'on sait comment déterminer les patients les plus à risque? Tout à l'heure, tu parlais d'hommes, de femmes. Alors, je vous ai montré dans le premier tableau que dans le groupe des non provoqués, là, il y avait l'homme. Alors, c'était pas par sexisme, hein, mais c'est vrai qu'on sait depuis maintenant longtemps, en faisant des études observationnelles, que les hommes récidivent plus. Et puis, il y avait aussi dans ce même tableau la notion de contraception œstroprogestative qu'on classe maintenant comme facteur de risque majeur, c'est-à-dire qu'une femme qui va présenter une thrombose veineuse profonde ou une embolie pulmonaire dans un contexte de contraception œstroprogestative, et d'autant plus si cette contraception vient d'être mise en route ou qu'on en a changé, ou enfin, qu'elle l'apprend depuis 1 an, eh bien, à l'arrêt de cette contraception, le risque va redevenir très faible, en particulier le risque de récidive. Donc, chez les hommes, on sait que le risque, quand on est devant une maladie non provoquée, le risque de récidive, eh bien, il est, comme on l'a dit, très important. Chez les femmes, c'est beaucoup moins net, et c'est pour ça qu'on peut se servir de ce score, qui est le score HERDO2, donc HERDO2, elle continue aussi, quand elle a un score élevé. Donc, c'est un score qui a été validé prospectivement et qui utilise des choses qu'on est tenté d'utiliser. Vous voyez, ici, on a les dédimères. Alors, ce sont des dédimères sous AVK, donc c'est un petit peu particulier, mais parce qu'on se dit que finalement, si les dédimères restent élevés, eh bien, peut-être que ça pourrait être un argument pour poursuivre le traitement anticoagulant. Pour le moment, on ne l'utilise pas parce que les preuves ne sont pas assez importantes pour nous permettre de l'utiliser isolément, mais il est inclus dans ce score qui est validé, avec donc dans ce score des items cliniques. Est-ce qu'il y a un syndrome post-thrombotique, c'est-à-dire une hyperpigmentation, une rougeur, un œdème d'un des membres inférieurs? Est-ce que les dédimères sous anticoagulants sont un peu élevés? Et est-ce que la patiente est âgée et avec un IMC élevé? Donc, vous voyez que lorsque on a au moins 2 de ces items, c'est-à-dire que le score HERDO2 est supérieur à 2, eh bien, le risque de récidive rejoint celui des hommes et donc peut inciter à poursuivre un traitement anticoagulant, alors que chez une femme plus jeune qui n'a pas ce score positif, et d'autant plus si on arrive à individualiser un facteur de risque lié à la vie hormonale de la femme, le risque de récidive est très faible. Donc, les dédimères, ça rentre dans un contexte clinique que tu as bien clarifié, ce n'est pas un élément tout seul. Il y a le syndrome post-thrombotique qui est vraiment, je dirais, la manifestation clinique la plus prononcée, mais sans aller jusque-là, est-ce que l'imagerie veineuse, est-ce que s'il y a un peu de thrombose résiduelle, est-ce que ça peut être un argument pour prolonger le traitement anticoagulant? C'est tentant parce que finalement, on fait le diagnostic de thrombose,
notamment pour une thrombose veineuse proximale. On parle là d'embolie pulmonaire, mais souvent, quand on a une embolie pulmonaire, on a une thrombose veineuse proximale et on en fait le diagnostic. Et donc, quand on mesure le thrombus, on doit mesurer le diamètre antéro-postérieur du thrombus. Après, lorsque le patient est suivi, eh bien, quand on se pose la question de l'arrêt du traitement, on est tenté de mesurer ce pourcentage de thrombus résiduel pour savoir si l'on va poursuivre ou non le traitement. Là encore, c'est décevant. Il y a plusieurs études publiées, mais qui restent positives à la marge. Donc, pour le moment, il n'est pas recommandé d'utiliser la persistance d'une obstruction vasculaire veineuse pour poursuivre le traitement anticoagulant. D'accord. Donc, alors, qui dit anticoagulant long cours, on vient d'identifier un petit peu là où il y a le risque thrombotique est plus important et donc on veut prolonger le traitement anticoagulant, mais il faut bien sûr aussi peser le pour et le contre par rapport au risque hémorragique. Alors, en cardiologie, nous, on adore les scores et donc on a aussi des scores d'hémorragie, en tout cas validés dans la FA. Qu'en est-il dans la maladie thromboembolique veineuse? On utilise comme dans la FA des scores de risque hémorragique, sauf qu'ils ont été adaptés à la pathologie veineuse. Vous l'avez ici. Pourquoi il est un peu spécifique? Parce que vous voyez apparaître le cancer. L'anémie est vraiment un facteur prépondérant, probablement parce qu'elle est révélatrice de cancer, mais ça sort en multivarié. Bien sûr, les classiques, l'âge, la fonction rénale, les antécédents d'hémorragie. Et on est très binaire, haut risque hémorragique, faible risque hémorragique. L'énorme intérêt, diapo suivante, enfin l'animation s'il vous plaît, c'est que ce score il a été validé dérivé à partir d'une étude comparant AVK et AOD et validé sur une autre étude comparant AVK et AOD. Donc c'est un score qui marche à la fois pour le traitement conventionnel, habituel, et à la fois pour les anticoagulants oraux directs. Et plutôt utile. Donc, vous voyez, quand vous avez trouvé une femme 55 ans qui est obèse, qui promène avec une seule varice, on peut se poser la question d'une prolongation du traitement et qu'elle empile ses facteurs de risque hémorragique, on va dire stop, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, voilà comment on utilise ces scores. Très bien, merci. Alors, avant de parler du bilan à 6 mois, il y a des questions aussi posées dans la boîte chat. Patiente de 82 ans admise pour une première embolie pulmonaire bilatérale non provoquée sur une mutation hétérozygote du facteur 2 connue depuis 2002, sous apixaban pour 6 mois. Quelle est la dose de l'apixaban à moyen et à long terme? Qui c'est qui veut répondre? Moi, je peux déjà dire que finalement, l'importance de la mutation hétérozygote du facteur 2, elle est modeste, hein, notamment chez une femme âgée où on sait que la prévalence de la maladie thromboembolique veineuse est importante et le fait qu'elle soit non provoquée doit faire réfléchir à un traitement à long terme. Et donc, peut-être qu'on peut évaluer le risque hémorragique chez cette patiente. Si Patrick, tu veux compléter ou donner ton avis? Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, la laisser à dose pleine à 82 ans, sans évaluation du risque hémorragique, à mon sens, pas très bon. C'est quand même une maladie récidivante avec une EP bilatérale. On sait que si elle recommence, elle a 8 chances sur 10 de recommencer par une embolie pulmonaire. Je la laisserai volontiers sous anticoagulant, mais à dose réduite. Et bien sûr, sous réserve que je n'ai pas un antécédent d'hémorragie, qu'elle ne tombe pas tous les 3 mètres et 10 fois par jour. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais plutôt sur une prolongation à dose pleine pendant les 6 premiers mois. Ça c'est sûr, hein. La dose d'attaque au début, la dose pleine après, et puis à 6 mois, passer à dose réduite. Une question pharmacologique, Patrick, on parle de dose réduite, mais si justement cette patiente de 82 ans me fait penser, s'il y a une insuffisance rénale, est-ce qu'il y a encore des doses plus réduites ou non, on reste sur la dose réduite classique? Est-ce qu'il y a une adaptation particulière à faire sur les doses réduites et les patients à risque? Non, alors, il n'y a pas plus réduit que réduit. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est important de… Oui. Voilà.
Et puis, vous allez bientôt le voir, hein, ça reste éminemment de la spécialité aujourd'hui, mais on commence à empiler les données avec l'utilisation des AOD chez les patients dialysés, hein, en insuffisance rénale terminale et dialysés. Pourquoi? Parce que les AVK ne sont pas si bons que ça chez ces patients-là. Donc, vous voyez que la fonction rénale, on recule de plus en plus ce qu'on faisait, compte tenu de l'avantage des AOD par rapport aux AVK en termes de risque hémorragique. Et n'oubliez pas qu'au moins pour la veine, et même pour la FA, rivaroxaban et apixaban ont une élimination hépatique prépondérante. Donc, ce qui justifie un peu qu'on essaye d'aller vers l'insuffisance rénale terminale. Il nous reste juste quelques minutes et je pense que c'est important qu'on aborde la question du bilan cardiovasculaire à 6 mois dans le cadre après une embolie pulmonaire et notamment la question de savoir faut-il et quand chercher une hypertension pulmonaire. Patrick, tu peux nous résumer cela? Alors, vous avez dû entendre parler dans la littérature l'importance de l'obstruction vasculaire pulmonaire. Ou initiale ou secondaire. Aujourd'hui, ça reste quand même du domaine de la recherche et n'envisagez pas une imagerie systématique à la recherche de ça parce qu'on n'a pas encore complètement validé le poids que pourrait avoir cette obstruction vasculaire pulmonaire résiduelle, comme tu l'as évoqué, comme Marie-Antoinette l'a évoqué tout à l'heure sur l'obstruction veineuse résiduelle. Par contre, ce qui est important, notamment dans l'ambiance cardiologique, c'est d'évaluer la présence éventuelle de séquelles à type d'hypertension pulmonaire. On ne fait pas de bilan systématique. On est très orienté par la clinique du patient. Si à 6 mois, au moment où on discute la durée du traitement, on passe les 6 premiers mois, si un patient est dyspnéique ou s'il a des signes d'insuffisance ventriculaire droite, clinique, hein, il faut aller chercher l'hypertension pulmonaire. Alors, diapo suivante, je ne vais pas le détailler parce qu'il nous reste très peu de temps, mais cette arborescence, vous l'avez dans les recommandations de la Société européenne de cardio, vous l'avez dans les recommandations multisociétales françaises, ça place l'ETT et la scintigraphie pulmonaire dans la détection d'une hypertension pulmonaire chez un patient dyspnéique ou avec des signes cardiaques droits à 6 mois. Et c'est notre devoir de le faire. Mais s'il n'y a pas de signe clinique, on ne fait pas de bilan. Il y avait une dernière question de l'assistance que je veux partager avec vous. Quelle est la place des AVK dans un contexte d'embolie pulmonaire sur cancer? Qui veut répondre à cette question? Un malade sur 6 va récidiver. Une embolie pulmonaire qu'on traiterait sous AVK dans un contexte de cancer, un malade sur 6 va récidiver dans les 3 à 6 mois qui suivent. Alors vous avez un traitement bien conduit. Si vous mettez une HVPM ou un AOD, c'est un malade sur 15. Donc, il n'y a pas photo, les AVK n'ont pas leur place dans cette indication. En tous les cas, au moins pour les 6 premiers mois. Il y a plus d'hémorragie également. Bien, très bien, merci beaucoup. Donc, on arrive à terme de cet atelier et donc on va faire un peu le take-home message de l'atelier en quelques lignes. Bien sûr que l'évaluation de risque récidive est très importante. Il y a des éléments relativement cliniques et évidentes comme les récidives qui sont en soi. Donc, quelqu'un qui a déjà récidivé est à très haut risque de récidiver. Les hommes sont plus à risque que les femmes, mais on a un score maintenant R2 pour également savoir chez quelles femmes on pourrait avoir un risque de récidive qui est plus important. Et puis, il y a des facteurs persistants majeurs, notamment le cancer. On a vu comment l'évoquer, comment le dépister, le rechercher. Le SAPL, qui nécessite un traitement anticoagulant spécifique, et les thrombophilies majeures, sans aller dans trop de détails sur ce point-là. Le bilan étiologique est bien sûr orienté. Alors, on met en général la ligne vers 50 ans. Bien sûr, cela dépend aussi un petit peu de l'état du patient. Mais globalement, la première chose à évoquer après 50 ans, c'est le cancer, avec une stratégie finalement relativement orientée par la clinique et par les dépistages usuels qu'on doit faire chez ces patients. Alors que chez les sujets les plus jeunes, et notamment avant 50 ans, là, la thrombophilie, il faut être évoqué, et notamment les thrombophilies telles que la SAPL doit être absolument recherchée parce que c'est important pour le long terme du patient, le traitement anticoagulant. À partir de 6 mois, on a pu identifier quels sont les patients qui sont plus à risque et qui donc nécessiteraient
bénéficieraient d'un traitement anticoagulant, cette fois-ci à dose plus réduite, en gardant aussi à l'esprit le risque hémorragique avec les scores spécifiques. Ce n'est que dans certains cas qu'on maintiendrait un traitement anticoagulant à pleine dose. Et puis à 6 mois, il est important d'avoir ce suivi de ces patients systématiquement et rechercher la dyspnée, les signes d'insuffisance ventriculaire droite, et ne pas hésiter à ce moment-là d'avoir recours à l'imagerie, aussi bien scintigraphique que échocardiographique. Je tiens donc vraiment à remercier nos experts pour la clarté de leur exposé, et je pense que, au vu de l'ensemble des questions qui étaient dans la chatbox, on a pu répondre à la très grande majorité de ces questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Cardio Online.